Désolé de notre retard, on a 2 minutes de retard, c'est de notre faute. Le temps qu'on s'installe tous et toutes et qu'on prenne place pour cette belle table ronde sur un sujet qui, dans quelques mois, sera un sujet au cœur de l'histoire de ce pays, puisque recevoir les Jeux Olympiques, c'est toujours un événement. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en tout cas, la présence des Jeux Olympiques dans un pays, ça fait débat. Alors, le temps que les dernières personnes s'installent, et il y a encore de la place, n'hésitez pas à vous installer. J'ai le plaisir de recevoir une... Merci pour ceux qui font... Chut. Lilian Thuram vient de dire que c'était pour moi que le public disait chut. Et vous avez raison, c'est eux qu'il va falloir écouter. Écoutez, j'ai beaucoup de plaisir d'abord parce qu'on a une table ronde, je trouve, aujourd'hui qui est extrêmement mélangée au niveau de nos approches du sujet. Je voudrais commencer par Laetitia Bernard, que vous écoutez, je pense, comme elle le disait tout à l'heure avec humour, pour quand vous vous levez tôt le matin et que vous écoutez la radio, qui est aussi une grande sportive, qui, vous l'écoutez quand vous écoutez France Inter, vous l'écoutez aussi parce qu'elle a suivi depuis de nombreuses années les Jeux, notamment paralympiques, vous l'écoutez aussi parce que c'est une passionnée avec notamment Esprit Sport, et aussi, nous en tout cas, on est passionnés pour voir sa carrière sportive et pour voir l'engagement qui a été le sien. Elle ne fait pas que parler sport, elle fait du sport. Alors j'ai à ma droite Sandrine Lemaire, qui est aussi une grande sportive, beaucoup moins connue que vous, Laetitia. Je tiens à le dire, mais une grande historienne, spécialiste de la colonisation, spécialiste de l'histoire de l'olympisme. Elle vient de sortir en codirection une histoire mondiale de l'olympisme, sur Atlante. Et comme elle sait bien faire la promotion, comme toute bonne enseignante, et qu'il faut savoir avoir un support pédagogique, et en plus, c'est une enseignante qui travaille au quotidien sur ces enjeux et à apprendre l'histoire aux enfants de France. Et comme elle le dit des fois, c'est pas tous les jours facile. Et vous verrez que l'histoire du sport nous révèle beaucoup de choses. Elle est en train de préparer une très belle exposition au musée de la Porte Dorée, le musée de l'immigration, qui sortira l'année prochaine en avril, pendant 6 mois, et qui sera dédiée spécifiquement à l'histoire des 30 dernières Olympiades. Alors, j'ai aussi le plaisir d'accueillir un des plus grands spécialistes de l'histoire du corps, du sport, de la passion, qui a travaillé, alors lui, multigénération, multi-époque, même... Du 19e. Mais tu es remonté certaines fois jusqu'au Moyen-Âge, parce qu'il ne faut pas lésiner. Quand il faut prendre la distance, toi, tu prends la distance. Beaucoup de plaisir à accueillir Georges Vigarello, que vous connaissez, qui est un des spécialistes français de l'histoire de la mémoire des passions, qui nous surprend toujours dans ses livres. Et qui, quand on lui demande une contribution compliquée, il vous dit toujours oui. Et c'est lui notamment qui a fait cette très belle conclusion dans l'ouvrage qu'a dirigé Sandrine sur ce qu'allaient devenir les Jeux Olympiques dans les générations futures. Une véritable question quand on voit les différentes mutations aujourd'hui, quand on voit à qui vient d'être attribuée la Coupe du Monde, on en reparlera ici. Et puis un petit jeune qu'on voulait accueillir, Lilian Thuram, que certains d'entre vous, les plus âgés en tout cas, connaissent, et pour les plus jeunes aussi. Ah, sinon, c'est lui qui me le fait après, donc j'en profite avant, tant que j'ai le micro. Et Lilian Thuram, que vous connaissez bien sûr pour sa carrière, vous le connaissez aussi pour ses engagements, vous le connaissez aussi pour ses livres, puisque ce n'est pas la première fois qu'il est présent à Blois pour présenter ses ouvrages, et dont je signale, puisqu'on le signera tout à l'heure et que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui sur ce livre, Mes étoiles noires en images, 40 portraits qui racontent à la fois des portraits qu'il juge importants, essentiels, nécessaires à connaître, mais surtout qui auraient été utiles si, quand il avait été jeune, il avait pu lire ces récits-là pour, quelque part, se construire dans le monde actuel. En tout cas, un très beau livre qui sort, je tiens à le dire, spécifiquement maintenant pour les rendez-vous d'histoire de Blois. Alors, tout de suite, immédiatement. Alors, on va commencer peut-être par poser une question à Sandrine Lemaire. Je voudrais que, Sandrine, vous reveniez sur cette difficulté, parce que tout le monde pense que les Jeux Olympiques, depuis 1896, des Jeux Olympiques d'ailleurs dont je rappelle toujours qu'ils ne sont pas nés à Athènes mais à Paris, puisque c'est au congrès de la Sorbonne que Pierre de Coubertin va redonner vigueur aux Jeux Olympiques modernes. Au départ, ça commence pas bien, ces Jeux Olympiques. Alors effectivement, les Jeux Olympiques modernes sont nés à Paris, les Jeux Olympiques antiques, c'est évidemment à Athènes, et donc il y a toujours ces références que l'on retrouve de manière assez récurrente, au moins dans les affiches des à peu près 20 premières Olympiades. Ça commence très mal parce qu'il faut bien imaginer qu'à la fin du 19e siècle, le sport, c'est pas du tout quelque chose de populaire, c'est un sport réservé à l'élite, à l'aristocratie. Pourquoi ? Parce que pour faire du sport, il faut avoir du temps, et pour avoir du temps, il faut ne pas avoir besoin de travailler. Et donc, on a des sports et des sportifs qui sont des aristocrates, en tout cas issus de la noblesse, ce qu'était d'ailleurs Pierre de Coubertin. Et lorsqu'il tente de relancer ces Jeux Olympiques
avec cette idée. Comme on est en 1896 et on est dans un contexte de montée des tensions nationales, c'est bien dans l'esprit de revenir à l'idée antique, l'esprit antique de trêve olympique. Et donc quand il les relance, il y a peu de monde qui pensent le suivre en réalité. Donc les premiers jeux ont lieu à Athènes par souci. Évidemment, il les voulait à Paris. C'est un Français, Pierre de Coubertin. Donc il y a le petit côté cocorico évidemment derrière, mais ils ont lieu à Athènes par référence justement à cette antiquité. Et en fait, jusqu'en 1912, ces Jeux olympiques ont du mal à être identifiés réellement comme Jeux olympiques. Et en fait, ils sont hébergés, ils naissent dans ce que sont les grands spectacles du 19e siècle à l'époque, à savoir les expositions universelles. Ils sont hébergés dans ces expositions qui rassemblent, par exemple, l'exposition universelle de Paris en 1900, c'est 50 millions de visiteurs. Et donc, ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'effectivement, ce sont ces spectacles-là qui servent de matrice aux Jeux olympiques. Et on retrouve d'ailleurs presque, on pourrait dire, dans le spectacle des Jeux olympiques, une grande partie de la trame des expositions universelles. À savoir, qu'est-ce que c'était que les expositions universelles ? L'idée qu'on réunit des nations pour apaiser les tensions, même chose que pour les Jeux olympiques. L'idée qu'on entre en compétition, sans le dire, entre les nations de manière pacifique, ordonnée, organisée. Donc, à celui qui aura la meilleure invention, qui va présenter le meilleur pavillon, celui qui, effectivement, va attirer le plus de gens aussi dans les lieux qui sont choisis, comme Paris en 1900. Et on retrouve aussi la hiérarchie et la compétition qui, finalement, dans son aboutissement, trouve l'idée qu'il faut les récompenser. Donc on récompense par des médailles. C'est exactement la même chose pour les Jeux olympiques. Et donc dans ces grands spectacles, on a médailles d'or, médailles d'argent et médailles de bronze, ce qu'on n'avait pas d'ailleurs au début des Jeux olympiques. Et puis, qu'est-ce qu'on retrouve encore ? On retrouve cette idée de montée des nationalismes et même d'occidentalisation. Si on regarde les grands lieux où ont eu lieu ces expositions universelles, eh bien, on retrouve les grandes nations industrielles. Et c'est exactement la même chose au début pour les Jeux olympiques. Et en fait, je terminerai là-dessus. C'est seulement après la Première Guerre mondiale, et déjà un peu en 1912, que finalement ces Jeux olympiques commencent à être autonomes, qu'on les identifie en dehors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Les Jeux olympiques ont lieu. Il y a, il faut vous l'imaginer, des tas d'épreuves sportives dont vous n'avez même pas idée qu'elles puissent avoir été un jour une compétition olympique, comme le tir au canon, la compétition de ballon ou la pêche à la ligne. Et donc vous aviez des gens qui n'étaient pas capables d'identifier qu'ils étaient en train de participer aux Jeux olympiques. En 1904, les Jeux olympiques sont accueillis au sein de l'exposition de Chicago, et donc de Saint-Louis, et ils ne savent pas du tout non plus qu'ils participent à des Jeux olympiques parce que ça fait partie de cette grande messe de spectacles liés aux expositions. Et là, les Américains associent d'ailleurs des Jeux anthropologiques où ils font concourir des gens qu'ils considèrent, donc, vous savez, le racisme qui prime aux États-Unis, la ségrégation raciale qui s'installe d'ores et déjà aux États-Unis. Donc ils font concourir à la fois les natives, donc les Indiens, et puis ceux qu'ils font venir d'Afrique pour montrer, alors non pas pour les faire combattre entre guillemets en termes sportifs directement avec des Blancs, ça c'est juste impossible. On ne peut pas. N'oubliez pas qu'on est dans la ségrégation. Mais pour les faire concourir sur des épreuves à part et montrer de par leurs résultats qu'ils sont nécessairement, c'est le discours colonial, attention, c'est pas le mien, nécessairement inférieurs aux Blancs. Et puis en 1908, ces Jeux sont accueillis dans la Franco-British Exhibition, donc l'exposition franco-britannique, donc qui a lieu à Londres, et où là aussi on a du mal à les identifier. Donc finalement, c'est qu'en 1912 qu'ils s'autonomisent un peu et que finalement on pourrait dire, c'est presque le complexe d'Oedipe, il tue le père ou la mère pour émerger, puisqu'au moment où les Jeux olympiques deviennent ces grands spectacles, notamment après la Première Guerre mondiale, eh bien, on voit disparaître les expositions universelles, peu à peu. Vous voyez que les enseignants, ça s'est résumé. Pas toujours très rapidement. 16 ans d'olympisme en un temps record.
Et l'expo que vous voyez derrière vous, c'est l'exposition qui tourne dans plusieurs établissements scolaires maintenant depuis 3 ans, dont Sandrine a contribué à tout le travail pédagogique et qui a déjà fait plus de 3500 présentations et a touché 4 millions de scolaires à peu près, justement pour prendre de la distance sur l'évolution de ces jeux. Les premiers jeux ne sont pas les suivants. Alors, Lilian Thuram, je vais vous interroger en partant d'une idée d'un homme politique français très connu, puisque c'est notre président de la République, qui disait il y a quelque temps que sport et politique n'avaient rien à faire ensemble. Nous étions à un moment d'un débat fondamental. Et dans votre livre, Mes étoiles noires en images, ici même, vous avez choisi parmi ces personnalités que vous mettez en exergue plusieurs sportifs. Je pense à Panama Albron, par exemple, qui était la grande star des rings dans les années 30, connue aussi pour sa relation avec Cocteau et une des grandes figures de l'époque. Vous mettez Mohamed Ali comme une des grandes figures de votre livre et vous en dressez le portrait, star des JO de 1960, où il gagnera la médaille d'or. Vous faites un focus sur Tommy Smith et John Carlos par rapport aux Jeux de 1968, et dont on va voir dans quelques instants l'image. Vous parlez aussi, dans ce livre, de Filbert Bailly, qui sera un des porte-voix de la lutte contre l'apartheid pour un boycott totalement oublié de tout le monde, ceux de 1976, où 441 sportifs africains refuseront, alors qu'ils sont présents et qu'ils sont à Montréal, de participer aux Jeux pour lutter contre l'apartheid. Et puis vous terminez votre livre sur une personnalité, Kaepernick, avec aussi les photos de vos propres fils, le genou au sol dans des matchs. Donc pour vous, sport et politique, ça veut dire quelque chose, Lilian Thuram? Alors tout d'abord, bonjour. Parce que je n'ai pas dit bonjour, c'est important. Alors moi, je ne veux pas contredire notre président quand même. Mais évidemment, tout est politique, et notamment le sport. Mais ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, les hommes politiques essayent de dire aux sportifs « faites du sport, ne parlez pas d'autre chose ». D'ailleurs, lorsque j'étais joueur de foot aussi, c'est-à-dire que mes dirigeants me laissaient entendre dire, parce qu'en fait, ils ne me le disaient pas directement, parce qu'ils connaissaient un peu mon caractère, qu'il était préférable de jouer au foot et de ne pas parler de choses politiques. Moi, je pense qu'effectivement, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai été éduqué à travers des gens comme Mohamed Ali. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vivez dans une société, vous ne pouvez qu'être attentif à ce qu'on pourrait changer. Et lorsque vous êtes un sportif noir, je pense que vous êtes dans l'obligation, pour moi. J'ai bien dit dans l'obligation. Certains vous diront qu'ils ne se sentent pas obligés, mais moi je dirais que être noir, c'est comme être une femme ou être homosexuel. C'est-à-dire que vous êtes obligé, en fait, de dire à la société, il faut que cette société change, que cette société devienne plus égalitaire. Et donc, voilà pourquoi, effectivement, Mohamed Ali est quelqu'un de très, très, très important. Pourquoi ? Parce que très jeune, il a gagné les Jeux Olympiques. Très jeune, il a compris qu'effectivement, il pouvait se servir de sa notoriété pour questionner la société. Et il a effectivement questionné la société. Tout d'abord, il a changé de nom, parce qu'il a pris conscience qu'effectivement que le nom qu'il portait était lié à l'histoire de l'esclavage. Il a aussi dénoncé la guerre, c'est-à-dire qu'il a dit « moi, je ne vais pas faire la guerre au Vietnam », parce qu'effectivement, il n'y a aucun Vietnamien qui m'insulte sur ma couleur de peau. Et si je dois dénoncer quelque chose, c'est l'apartheid qui existe aux États-Unis. Et donc, je pense que la figure de Mohamed Ali est une figure extrêmement importante. Et on a vu que les sportifs aux États-Unis, notamment les sportifs noirs aux États-Unis, ont dénoncé très rapidement la ligne de couleur. C'est-à-dire que, en fait, culturellement, c'est quelque chose qui n'existe pas en France, mais aux États-Unis, c'est depuis très très longtemps que les sportifs prennent la parole, dénoncent le racisme et évoquent la situation des personnes noires aux États-Unis. Et d'ailleurs, tu parlais du dernier personnage du livre qui est Kaepernick, mais effectivement, il a toujours, lui aussi, s'est levé contre les injustices, notamment lorsqu'il y a eu la mort de George Floyd. Et on voit que tout au long de l'histoire, ces sportifs ont payé le prix. C'est-à-dire que Mohamed Ali, pendant plusieurs années, il n'a pas pu combattre. On a expliqué de le délégitimer dans l'espace public. Et ce qui est très intéressant avec le sport, c'est qu'il y a un lien émotionnel avec le public et ça touche beaucoup plus
les personnes lorsque ce sont des sportifs qui revendiquent l'égalité. Et les gens ont tendance à s'intéresser, à comprendre la problématique. Et si, encore une fois, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai été éduqué à travers cela. Après, bien évidemment, à la fin du livre, j'ai voulu mettre la photo de mes 2 fils pour parler de la transmission. Que font-vous d'ailleurs sur cette photo? Parce que les gens ne voient pas le livre, ils le découvriront tout à l'heure. Que font vos fils sur cette photo, Monsieur Thuram? Écoutez, je ne veux pas le dire. Il faudra acheter le livre. Ça, c'était pour l'éditrice, elle est là. Non, en fait, mon grand-fils, Marcus, avait mis le genou à terre, effectivement, lorsqu'il jouait en Allemagne, dans l'équipe de Borussia de Mönchengladbach. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que normalement, en Allemagne, il est interdit aux joueurs d'avoir des gestes politiques. Et mon fils a été le premier joueur en Europe à faire cela. Et ce qui est très intéressant, c'est que la fédération allemande a accompagné. Elle aurait pu dire que c'était interdit et donc mettre un match de suspension, 2 matchs de suspension. Et en fait, ils ont dit non, qu'ils étaient d'accord avec ce geste-là. Et donc, je dois avouer que j'étais très fier de mon fils parce qu'on n'en avait pas parlé avant. Et c'était, vous savez, quand vous voyez votre enfant grandir, en fait. Parce que souvent, on raconte des choses à nos enfants, mais on ne sait pas ce qu'ils retiennent. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Il aurait pu me demander, quand même. Et donc, mon 2e fils, Kefren, effectivement, après un match contre Nantes, il avait marqué un but. Il avait aussi fait ce geste-là, sachant que le petit fait toujours ce que le grand fait. Hein. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est que le geste de mon fils, le 2e, Kefren, est passé presque inaperçu en France. Ça, c'était très intéressant. Ça disait quelque chose de la société française. Alors qu'en Allemagne, tout le monde en a parlé, même à l'étranger, et la photo de Kefren, presque est passée inaperçue. D'ailleurs, on a eu du mal à la retrouver pour le livre. Et rappelle-toi, même on a discuté, d'un moment, je discute avec Lilian d'un match de foot de l'équipe de France, où tous les joueurs de l'équipe de France posent le genou au sol, et Lilian me dit, mais je n'ai jamais vu cette image. Effectivement, je n'avais jamais vu cette image. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, TF1 a passé la publicité au moment où le geste se faisait. Donc aucun téléspectateur français n'a vu ce geste de l'équipe de France de foot, où tous les joueurs mettent un genou au sol avant un match, ce qui leur sera interdit après dans la compétition officielle. Laetitia, je voudrais parler d'une autre histoire, d'un autre récit, qui commence dans les années 60 avec la reconnaissance officielle des Jeux paralympiques, qui sont officialisés à partir de 1960 à Rome. Et tu as, toi, personnellement, couvert pour Radio France les Jeux à la fois paralympiques de Londres en 2012, Sochi en 2014, Rio en 2016, Pyeongchang, j'espère que je le présente bien, et à mon avis non, en 2018. C'est aussi l'histoire d'un combat. D'un combat, en tout cas, c'est... pardon, bonjour à tous. C'est en tous les cas l'illustration d'un symbole, c'est-à-dire avoir le droit de faire partie intégrante de cette société. Dans le sens où, oui, ça montre que les personnes avec un handicap existent et ont le droit d'exister, de vivre leur vie et de vivre une vie de sportif de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose de complexe parce qu'en termes de handicap, évidemment, il y a toute la partie où c'était plutôt des personnes qu'on cachait, qu'on n'assumait pas. Il y a aussi tout l'aspect miroir, c'est-à-dire que voir des personnes handicapées en mouvement, vivre, faire des choses, d'un point de vue du public ou de la société, ça peut faire peur ou de la peine en soi parce que ça provoque de la pitié. Donc c'est très difficile comme positionnement. Et ce qui est vrai aussi, c'est que il y a un côté terrible, mais si le paralympisme a pu vraiment être reconnu comme tel, c'est aussi parce que beaucoup de personnes étaient des grands invalides de guerre. Et comment s'est né ce mouvement paralympique? C'est qu'ils ont dit, tiens, on a plein de soldats amputés, plein de soldats qui ont des traumas physiques, on va leur faire du sport. Et puis, la passion du sport étant ce qu'elle est, on va faire aussi des compétitions. Voilà. Et c'est parti aussi, c'est ce qui a... et c'est quand même un peu glauque quelque part, mais c'est ce qui a aussi donné la possibilité à ce mouvement paralympique d'émerger réellement. Et il faut savoir aussi qu'au début, les Jeux paralympiques, certains Jeux paralympiques n'avaient pas lieu dans les mêmes villes que les Jeux olympiques.
parce que les villes n'en voulaient pas, parce que... enfin, voilà, pourquoi on les mettrait ? Donc, c'est l'histoire d'un combat, mais en tout cas d'une évolution de la société et d'une ouverture aux autres, effectivement. Mais ce que tu dis, en plus, c'est intéressant parce qu'on aurait pu aussi choisir l'exemple des femmes, dont il a fallu attendre 128 ans pour avoir la parité absolue qu'il va y avoir normalement en 2024. Si tout se passe bien, que personne ne loupe son avion, nous devrions avoir pour la première fois de l'histoire de l'olympisme autant d'hommes que de femmes. Et pour ça, il a fallu inventer des épreuves, arriver à modifier même certains sports. On voit donc bien que le combat, et Sandrine le racontait pour Otabanga avec une vision extrêmement racialiste au début des Jeux, Lilian vient de le raconter aussi sur l'interdiction de la prise de parole politique, tu viens de le raconter pour la reconnaissance du paralympisme 1960 alors que les premiers Jeux ont lieu en 1896, le combat des femmes a aussi été un combat qui traverse le siècle. D'ailleurs, quand on fait travailler avec Sandrine des étudiants et des étudiantes ou des élèves, la courbe, elle est fascinante à faire pour eux pour apprendre les mathématiques. C'est qu'ils commencent à 0. Moi, c'est pas dur. Hein. Premiers Jeux Olympiques, 0. Pour arriver enfin à 50%. Et c'est une manière, juste la courbe olympique, de traverser le siècle. Quel regard tu portes, toi, alors cette fois-ci en tant que femme, sur cette difficulté d'accepter cette idée que les hommes et les femmes dans le monde olympique ont la même valeur de sportif que d'un sportif dans la réussite, dans l'épreuve et dans la réussite ? C'est un petit peu comme, c'est le problème du patriarcat dont on parle de manière générale. C'est pas que dans le paralympisme, c'est dans l'alpinisme, c'est la place des femmes. En fait, que les femmes aient le droit et la possibilité de faire la même chose que les hommes sans que ce soit aux hommes de dire oui, on accepte ou oui, éventuellement, mais bon, pas plus, pas moins, restez à vos places. Et c'est vraiment c'est l'émancipation au sens large. Mais c'est comme en fait finalement pour toutes ces ouvertures, ça va faire bouger les lignes et ça va faire avancer les lignes. Mais ce combat pour la place des femmes, il est atterrant, quoi. Mais bon, ça fait plaisir qu'on arrive à la parité. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a certaines disciplines qui vont rester mixtes, comme l'équitation. Et là, il y avait toujours eu ce débat, notamment en saut d'obstacle. Je pense à Alexandra Lederman, ou même, après, il y a eu plus tard, il y a Pénélope Le Prévost aujourd'hui, où là, finalement, il y a des sports où on peut être mélangé. Et je trouve ça, quelque part, très sympa, parce que je trouve ça beau, en fait, qu'il n'y ait pas forcément épreuve féminine d'un côté, épreuve masculine de l'autre, quand c'est possible. D'ailleurs, c'est un peu ironique ce que tu dis, parce qu'il faut expliquer au public. Ce que je viens de vous dire, Laetitia, c'est qu'il y a des sports où des femmes et des hommes, aux Jeux Olympiques, s'opposent. Oui. Et les femmes peuvent gagner sur les hommes. C'était ton côté ironique quand tu disais ça. Ah non, j'allais pas jusque-là, mais du moins, oui, un peu peut-être. Mais après, on peut dire, non, mais en fait, c'est le cheval qui saute. Donc, en fait, c'est le cheval qui gagne. Et puis voilà. Mais j'aime bien la symbolique en tous les cas et le fait que vraiment, ça soit cette passion pour une discipline sportive qui prime. Tout à fait. Et que tu connais extrêmement bien. Ah, c'est bien. Georges, on vient de prendre des petits moments. Le début des Jeux, le combat entre monde politique et monde sportif, la reconnaissance d'une capacité de s'ouvrir à tous par rapport au sport. Toi qui as travaillé sur l'histoire des Jeux et qui notamment a travaillé sur cette passion, notamment je pense à sport, c'est de la culture et de la passion, comme tu dis dans un ouvrage. Comment tu regardes ces 130 ans d'histoire qui vont nous amener de 94, la naissance à Paris des Jeux, aux prochains Jeux olympiques ? C'est quoi les grandes mutations ? Pour toi, c'est quoi les grandes ruptures ? Comment l'olympisme et le sport ont évolué dans ce siècle ? Alors évidemment, c'est une grande question à laquelle il est difficile de répondre en quelques mots. Oui, mais tu es brillant. Mais je crois qu'il faut... c'est gentil de me dire ça, c'est même adorable. Non, je crois qu'il faut remonter également plus loin. On oublie toujours que les jeux anciens, je pense aux jeux grecs, c'était des jeux qui étaient tout sauf démocratiques. Les femmes étaient interdites évidemment de pratique, les femmes étaient interdites de spectacle, les esclaves ne pouvaient pas jouer, les étrangers n'étaient pas admis, etc. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Et en revanche, je trouve que c'est vraiment un lieu de paradoxe fort. En un mot, ce qui se passe quand même à la fin du 19e, c'est d'abord un phénomène démocratique. Même si évidemment les femmes sont exclues, de Coubertin ne supporte absolument pas une présence féminine pour 1000 raisons dans lesquelles je n'entre pas, même si les femmes sont exclues, c'est quand même un phénomène démocratique. Si vous prenez les Jeux de 1900, vous voyez parfaitement que, il y a une démocratie dans la façon dont le sport s'installe, à savoir les clubs, l'élection au niveau des clubs, le président, le trésorier, etc., l'élection à partir du club pour aller à un niveau régional ou national, etc. Bon. Et en même temps, sur les Jeux 1900, il y a une folle résistance du pouvoir parisien contre les Jeux de type de Coubertin.
C'est-à-dire qu'il favorise absolument la gymnastique, qui est cette sorte de pratique à finalité nationaliste, qui n'est pas nécessairement compétitive, qui déborde d'oriflamme, qui déborde, je dirais, d'expression nationale. Ils défendent cela. Et les Jeux 1900, on oublie, au fond, que dans une certaine mesure, ils ont perdu par rapport au gouvernement français qui s'oppose à de Coubertin. Et Laetitia le montrait très très bien, les Jeux finissent par l'emporter dans leur propre spécificité. Alors moi je dirais, il y a 3 périodes, rapidement. Il y a 3 périodes. Il y a une première période où c'est quand même une sorte de vision morale, démocratique, plus ou moins vaguement ouverte, pédagogique aussi. N'oublions jamais, le jeu ancien, il n'est pas pédagogique. Le jeu que vous faites, le pari à la paume, ça n'a pas une dimension pédagogique, c'est une dimension d'excitation. Et puis progressivement, des gens comme Pierre de Coubertin et quelques autres disent non, c'est formateur, etc. Bon, bref, même si c'est limité. Mais c'est quand même ça. Le premier mouvement, c'est ça. Deuxième mouvement, il y a, moi je dirais, une façon dont le spectacle l'a emporté et où un certain nombre de responsables ont visé des finalités relativement financières. Le meilleur exemple, c'est le Tour de France. Le Tour de France est un exemple absolument majeur. Desgranges invente le fait de faire le Tour, je n'y reviens pas, il y a des précédents évidemment, mais il invente de faire le Tour. Il dit les coureurs vont apporter les phénomènes industriels au fin fond de la province, mais en même temps, son journal permet de montrer ce que les spectateurs du bord des routes ne voient pas. Donc, il vise son journal. Et son journal va passer de 50 000 exemplaires au tout début, c'est en 1903 le Tour, hein, au début du 20e, à quasiment 1 million 20 ou 30 ans après, ne l'oublions pas. Deuxièmement, le journal permet d'inscrire quelque chose qui est l'ordre de la publicité. Autrement dit, vous voyez, la télévision n'a rien inventé de ce point de vue-là. Donc ça, c'est une deuxième période où vraiment, disons, le système financier, le système, au fond, à finalité plus ou moins industrielle, l'emporte. Et le troisième moment, c'est celui que nous connaissons, c'est-à-dire un débordement absolu, une visibilité folle qui entraîne, bien sûr, des risques très forts. Les risques qui sont le problème de l'attentat, les risques qui sont le fait de se glorifier à partir d'une vision nationale, les risques qui sont de promouvoir des individus, de promouvoir aussi des firmes. Par exemple, Attentat, ce n'est pas du tout un hasard de l'invention d'Attentat dans les années 80, c'est lié à Coca-Cola, etc. Donc ça, nous sommes au cœur de ce phénomène-là. Nous sommes au cœur de ce phénomène-là. Alors, le paradoxe se poursuit. Je m'explique. Personnellement, je ne vous cache pas, en tant qu'ancien sportif, quand je vois certains spectacles, ça m'excite follement. Je vous donnerai un exemple des courses, si vous voulez. Pierre-Antoine Bosse, qui gagne en 2017 le 800 mètres au championnat du monde, c'est une image absolument fascinante. Les épreuves précédentes, il s'était échappé, il avait été rattrapé. 2017, il résiste et il l'emporte. Et ça, quand vous le regardez, ça vous excite follement. Et en même temps, au-delà de cette excitation, il y a tout ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire des phénomènes politiques, des phénomènes de privilèges accordés à certains, des phénomènes de corruption, etc. Le sport, c'est au cœur, je dirais, de la complexité de nos sociétés. Mais n'oublions jamais que, je dirais, son succès, ce n'est pas ce qu'il est fait d'excitation physique. Ne l'oublions jamais. Et c'est le premier événement, bon, que ce soit la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, ce sont les événements les plus vus en médias. Ah oui, parce qu'il y a un live. Vous voyez, je reviens à l'affaire de Pierre-Antoine Bosse. Vous regardez la course, vous êtes absolument scotché. Je prends un autre exemple, tout récent, le championnat d'Europe de cyclisme. Par hasard, je me retrouve devant l'écran et je regarde ça. Christophe Laporte qui gagne. Je ne sais pas si vous avez vu cette... Christophe Laporte, il s'échappe. Il a 300 ou 400 mètres d'avance. Il est rattrapé par le peloton. Et il arrive au dernier instant, par un coup de rein de folie, à gagner. Vous regardez ça, vous êtes fasciné. Donc il ne faut pas l'oublier. Sinon, on ne comprend pas. Qui vit l'événement, en même temps, sinon, vous racontez. On ne comprend pas. Mais en même temps, évidemment, n'oublions jamais, surplombons, phénomène politique, phénomène, je dirais, médiatique
phénomène de corruption. La Russie, c'est une folie absolue quant à la corruption. C'est une folie absolue. C'est totalement inacceptable. Et le CIO qui accepte que les Russes participent au JO, c'est absolument un scandale. Donc, voyez, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je n'ai rien dit. Je suis sur les deux versants. Je ne me permettrai pas, Georges, vous le savez. J'ai trop de respect pour tout ce que vous avez pu écrire. Vous pouvez dire. Mais en même temps, c'est bien ce que vous dites. C'est qu'il y a un paradoxe et que c'est ce paradoxe qui fait qu'il y a une ambiguïté. Alors, puisque je vais demander d'ailleurs si on peut refaire tourner l'exposition de la Casdin Bande Populaire que vous voyez d'ailleurs à l'intérieur du salon et que vous allez voir en images, parce que je vais demander à chacun. Je vais peut-être commencer par Lilian parce que il va nous parler de son enfance. C'est quoi pour vous les Jeux Olympiques qui vous ont ou qui vous marquent le plus, qu'ils soient paralympiques, Jeux Olympiques d'été ou d'hiver? Lesquels dans votre mémoire? Là, Georges vient de nous faire vivre plusieurs événements sportifs. Pour vous, c'est quels Jeux Olympiques, Lilian Thuram? Je crois que c'est 1984. C'est ça, hein? Aux États-Unis? Exactement. Oui. Alors, j'étais enfant. Il y avait le décalage horaire, donc il fallait se réveiller très tôt. Et il y avait l'équipe de France. D'ailleurs, je crois que l'équipe de France de foot a gagné les Jeux Olympiques. Tout à fait, avec un célèbre but d'un certain Touré, fantastique en demi-finale. Ouais. Et ils vont gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 84. Bien avant, d'ailleurs, l'Euro 84 qui va rendre célèbre l'équipe de France, puisque tout le monde a oublié qu'on a gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 84. Exactement. Et donc, il y avait Carl Lewis. En fait, non, j'étais fasciné. Et puis, j'avais envie de... Moi aussi, je me disais, quand je serai grand, je vais participer aux Jeux Olympiques. Bon, malheureusement, je n'ai jamais participé. C'est comme ça. Mais vraiment, oui, c'est lorsque j'étais enfant. Et qu'est-ce qui vous fascinait dans ce que vous voyez dans le petit écran à ce moment-là? Parce que c'est des jeux qui sont, ça y est, ils sont médiatisés par la télévision. On peut considérer qu'à partir des années 70, le sport passe du temps de la presse écrite et de la radio à un temps où la télé commence à devenir le vecteur de ça. Vous regardez ces champions en direct. C'est quoi l'inspiration? Ça contribue à votre passion après pour le sport, l'envie de devenir un champion comme eux? Non, mais je pense que tout d'abord, c'est un spectacle. Et puis, c'est avant tout des émotions. C'est-à-dire que le match ou la course, j'aurais pu le regarder le matin ou le lendemain. Mais en fait, c'est parce que c'est en direct. Ça veut dire que vous vivez ces émotions en direct. Et lorsque vous êtes enfant, ben, c'est des super-héros. Vous avez, à l'époque, j'avais 12 ans. C'est des super-héros et vous avez envie d'être comme eux. Et vous vous dites, un jour, quand je serai grand, moi aussi, je vais participer aux Jeux Olympiques. Bon, je voulais faire foot, athlétisme, je voulais faire tous les sports. Hein. Parce que quand vous êtes enfant, vous êtes persuadé que vous pouvez tout faire. Et ça aussi, c'est juste incroyable. C'était une sacrée équipe, parce que l'équipe de 84... pour ceux qui se rappellent, c'est la première victoire après qu'il va y avoir. Les Jeux Olympiques, ce sont la première victoire de l'équipe nationale de France. Puis après, il y a l'Euro 84. Donc c'est aussi une époque d'une génération qui était bénie. Parce qu'il y avait des joueurs de foot qui étaient extraordinaires, qui est la génération d'avant la vôtre, et qui a marqué en lettres d'or. Vous l'avez marqué un peu aussi après. Non, parce qu'en fait, non mais attention, oui, si nous on gagne en 98, c'est parce qu'il y a aussi les Jeux Olympiques. Tout à fait. Ça, c'est très important à comprendre. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous grandissez, en voyant l'équipe de France qui gagne, vous vous dites, vous aussi, vous allez gagner. Lorsque vous voyez l'équipe de France qui perd, par exemple, en Coupe du Monde en demi-finale, vous vous dites, la prochaine fois, on va gagner. Et donc, c'est vraiment important de faire ce lien, parce que j'ai été éduqué à travers, justement, ces Jeux Olympiques pour dire qu'effectivement, le sport, c'est un moyen incroyable de faire passer les émotions. Et pourtant, ça a été les Jeux du business absolu. 84 Atlanta, c'est le business. C'est le plus grand moment des Jeux et de leur thésaurisation par le monde financier et les marques. Mais quand vous êtes enfant, vous n'avez pas conscience de ça. Non, et vous buvez du Coca-Cola en regardant les matchs. Non, pas du tout. Moi, je ne bois pas de Coca-Cola. On a failli choper Lilian Thuram sur une marque. Sandrine, pour vous, dans toute cette histoire des Jeux, vous avez travaillé sur les 30 Olympiades, même les Olympiades qui n'ont pas eu lieu. Donc on peut dire que vous les connaissez bien. Laquelle, dans votre mémoire, vous marque, en paralympique, en olympique d'été, d'hiver, fait ressortir aujourd'hui pour vous un moment de fixation? Alors, avant de répondre à votre question, je vais juste apporter une petite précision sur la question d'avant sur la participation des femmes. Parce que vous avez, je crois, derrière l'exposition de la Casdin qui circule dans beaucoup d'établissements scolaires, dans les lieux publics, etc., qui est accompagnée d'un dossier pédagogique. Et on a essayé de montrer, justement, dans ce dossier pédagogique, quel était le niveau de participation des femmes. Quand Georges Vigarello dit que Coubertin était contre la participation des femmes, il y a une petite nuance à apporter. Il n'était pas totalement contre, puisqu'il disait lui-même, moi je suis pour la participation des femmes aux Jeux Olympiques dans les tribunes.
La Georges, elle a une belle subtilité quand même pour remarquer. Et ça, c'est important parce que, de fait, il y a eu quelques femmes qui ont participé aux Jeux Olympiques dès le début, sauf la première édition. Et en gros, ce que l'on note, c'est jusqu'en 1952, on a un peu moins de 10% des athlètes qui participent qui sont des femmes. Et 1952, il y a un début de changement, un frémissement vers plus de participation des femmes. Et là, je vais vous apporter la réponse, et elle va vous étonner. C'est lié à l'arrivée de l'URSS dans les Jeux Olympiques, qui décide effectivement de participer aux Jeux Olympiques. Alors, quel est le lien entre participation féminine et URSS? Le lien, c'est que pour gagner plus de médailles, les Russes, donc les Soviétiques, ont décidé d'investir des disciplines féminines en gymnastique, etc., pour gagner plus de médailles. Et d'ailleurs, ça a été une stratégie parfaitement réussie. Et c'est là où on commence effectivement à voir la participation féminine augmenter. Donc voilà, c'était la petite précision. Féminisme et communisme, bravo Sandrine, voilà. Dans la même phrase. Là, et puis, juste pour finir, sur la participation féminine avant... au tout début de Coubertin, Georges le rappelait, c'est tir à l'arc, natation, tennis, des sports qu'on considérait patinage artistique aux Jeux Olympiques d'été, au début. C'était des sports qu'on considérait comme non avilissants pour les femmes, parce que c'était gracieux. Voilà. Donc, pour ce qui concerne votre question... alors, il y a plusieurs jeux qui, évidemment, m'ont marqué. Si on reste sur les jeux sur lesquels j'ai travaillé, je pensais que Lilian allait éventuellement parler de cela, mais c'est logique, c'est plus de l'histoire. C'est les jeux de 68 avec Smith et Carlos. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'il va en parler. Et j'étais pas née. Toi non plus, moi non plus. Pascal, on ne sait pas. Georges, t'as marqué, Mais moi, c'est le 19e. Et donc, je dirais que c'est, allez, comme ça, 2000. 2000, pourquoi? Parce que ce sont les Jeux de Sydney. Ce sont la deuxième fois que les Jeux ont lieu en Australie. Et surtout, donc, c'est toute la symbolique qui a lieu au moment de la cérémonie d'ouverture, où la dernière relayeuse de la flamme, c'est Cathy Freeman, donc, qui est d'origine aborigène, qui donc allume la vasque. Et ça, il y a toute une symbolique historique derrière. Et pour les gens qui ont travaillé sur la colonisation, l'histoire des discriminations, évidemment, c'est fondamental. Alors, tout cela a été savamment orchestré. Oui, parce que du coup, et je vous interromps, ne m'en veuillez pas, Sandrine, du coup, il y a l'enjeu de la cérémonie d'ouverture qui devient symbolique. Exactement. Et donc, dans cette cérémonie d'ouverture, elle est tellement symbolique qu'au-delà de la dernière relayeuse de la flamme, il y a des tas de scénettes qui mettent en valeur la culture aborigène, les danses, etc., ce qui, auparavant, était totalement nié. L'idée en Australie, c'était que, comme aux États-Unis d'ailleurs, les natives, donc les indigènes, ceux qui étaient là avant l'arrivée des colons, n'existaient pas et qu'on ne pouvait pas reconnaître une culture de, excusez-moi le terme, mais c'est le terme de l'époque, d'indigènes et de sauvages, et d'arriérés, de gens non civilisés. Et donc, à ce moment-là, en 2000, on les reconnaît. Et Cathy Freeman va plus loin, puisqu'elle remporte effectivement la compétition, notamment du 400 mètres. Et elle circule, elle fait le tour du stade, avec à la fois le drapeau australien, qui a un lien avec l'Union Jack, où c'est un dominion, et le drapeau aborigène. Et ça, c'est tout un symbole de montrer l'idée de réconciliation des cultures. Alors, quand on regarde ce spectacle, évidemment, on est surpris et puis on est fasciné aussi. Et Georges parle de passion et moi aussi, je suis une passionnée de sport. D'ailleurs, ce soir... pas question de ne pas regarder le match. Et donc, c'est pas seulement quand on est enfant. Je suis désolée, Lilian, mais moi, même à mon âge canonique, je suis encore passionnée par ce spectacle sportif, même si, évidemment, on peut déplorer les dérives. Et ce que l'on peut imaginer quand même, c'est que ça pourrait paraître comme un geste spontané. Moi, je l'ai perçu en 2000 comme un geste spontané. Et en fait, quand on travaille sur les archives, on s'aperçoit que c'était le fruit d'une longue tractation avec
avec le gouvernement australien, que finalement ce geste, il n'aurait pas pu éventuellement se passer sans l'accord des autorités. Et Lilian parlait tout à l'heure du prix à payer de l'engagement politique de ces sportifs. Le prix à payer pour un Mohamed Ali, outre le fait qu'il n'ait pas pu combattre pendant de longues années, c'est qu'il a perdu ses médailles. Il a perdu son titre de champion du monde, de champion olympique, de la même façon que Smith et Carlos, et beaucoup de fédérations les ont exclus. Et ça, je crois que c'est fondamental. Je voyais Lilian tout à l'heure hocher la tête en disant sur Coubertin, ce n'est pas que les femmes que Coubertin ne souhaitait pas. Dans son livre, il dresse un portrait de Ota Banga, qui est aussi présent dans l'exposition de la Caserne Banque Populaire que vous voyez tourner. En 1904, les Jeux Olympiques vont organiser les Jeux anthropologiques, dans lesquels on va faire courir des populations dites sauvages du monde pour démontrer qu'elles ne pourraient pas participer avec les Blancs aux Jeux Olympiques. Je pense que ceux qui ont organisé ces Jeux, quand ils ont dû voir les Jeux 36 avec Owens, ils ont dû être un peu surpris par rapport aux bêtises qu'ils ont pu raconter à l'époque. Mais Lilian a raconté cette histoire de Ota Banga qui a été exhibée dans un zoo humain en 1904 à Saint-Louis et qui a été utilisée dans des pseudo-épreuves sportives pour démontrer aux Américains à une grande époque de la ségrégation et du racisme aux États-Unis. C'est une époque où le lynchage était quelque part une des règles culturelles fondamentales de l'Amérique et marquant pour démontrer que les Blancs étaient supérieurs. Et bien sûr, ceci s'est inscrit dans le mouvement olympique à cette époque-là. Laetitia, c'est à toi. Je voudrais te poser la question, toi, comme les autres, c'est quoi tes jeux olympiques, paralympiques, d'hiver, d'été, qui, comme ça, reviennent à la surface quand on en parle comme ça? Alors, en non vécu, et tu viens d'en parler, c'est 36 et Jessie Owen, pour toutes ces raisons. Après, en vécu, ça va être les jeux aussi bien de 96 que de 2000, où, avec les réveils en pleine nuit, pour vivre l'athlé, notamment avec mes parents, qui étaient profs de PS et qui avaient fait beaucoup d'athlétisme aussi en compétition, parce que c'est de l'intensité, c'est de l'émotion. Surtout les relais 4 x 100 mètres et les relais 4 x 4, alors là, c'est et puis la natation, enfin tout en fait. En fait, on dort pas pendant toutes ces périodes-là. Ce sont mes parents qui me commentent. Ouais. Quand le lendemain, hop, on va trouver un journal qu'on n'achète pas d'habitude, mais parce qu'il y a le portrait de tel ou tel sportif où on va en savoir plus, comprendre. Et mes parents me les lisent. Et ça, pour moi, qui n'est pas à l'époque, la presse vocalisée n'existe pas. Donc c'est aussi c'est vraiment des moments assez importants, assez fondateurs. Et on va quand même aussi parler des Paralympiques. Moi, je citerai forcément les Jeux de Londres, parce que je connaissais les compétitions handisport avant. Et en fait, j'y ai vécu des choses que j'ai jamais retrouvées après sur les autres Jeux paralympiques ou ailleurs en handisport. C'est le stade plein qui va hurler et se lever pour accompagner une course de 100 mètres. Et vivre, exactement comme ce qui était décrit, vivre le truc. Il y a 10 100 mètres les uns après les autres, puisque forcément, au para, il y a plein de catégories différentes. À un moment, je me dis, ils vont se lasser quand même. Non, mais non, toujours pareil. Ils repartaient, ouais, ça hurlait. Et même dans la piscine, au niveau de la natation, c'était pareil. Il y avait donc, les Anglais ont fait un sacré boulot. Et Londres aussi pour tout le tournant médiatique qu'il y a eu derrière. On le dit souvent, mais c'est réel. C'est vraiment, vraiment la plaque tournante, quoi. Ce que tu veux dire, c'est qu'on entend dire en ce moment qu'il y a beaucoup de mal en France, pour 2024, à avoir la même passion, notamment au niveau de la billetterie pour l'instant, sur les Jeux paralympiques. Est-ce que tu penses que ça veut dire qu'en France, on n'a pas suffisamment su anticiper, promouvoir mais la billetterie, je crois qu'elle ouvre lundi, là. Ah d'accord, je croyais qu'elle avait déjà commencé. On ne sait pas encore, mais cela dit, effectivement, est-ce que le public français va être prêt à payer un peu les billets pour aller voir les Jeux para? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas que lié au public français, aussi bien à Rio. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils font venir les écoles. Donc ça fait de la sensibilisation au handicap, et puis c'est parfait aussi. Là-dessus, faut y aller pas à pas de toute façon. Donc, Sochi, il y avait pas grand monde, mais par contre, il y avait des superbes conditions, paradoxalement, sportivement parlant. Vu les milliards qu'ils ont investis, voilà. En même temps, ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas les conditions. Si ma mémoire est bonne, Georges, j'ai bien ça, c'est les jeux les plus chers au monde. Voilà. Donc, tu les as commentés d'ailleurs, les autres Sochi, je crois. En paralympique, oui. Et paradoxalement, ils étaient incroyables sur le plan sportif et sur le plan installation, quoi. C'était fantastique. C'est terrible à dire, mais c'est dur. La relation dictature et sport, c'est toujours compliqué. Georges, tes jeux à toi? Moi, je voudrais dire plusieurs choses. Je voudrais revenir un instant sur la question féminine, parce qu'il ne faut jamais oublier que le féminisme, c'est un combat. Et que, en fait, des Jeux olympiques féminins, complètement oubliés aujourd'hui,
en dehors d'un livre qui vient de sortir il y a quelques mois de Bernard Macario à ce sujet, les jeux féminins ont existé. Tout à fait. Grâce à Alice Millat en particulier, ils ont existé à Monte-Carlo. Dans les années, en 17-18, il y avait des jeux. Donc il y a un combat, si vous voulez. Alice Millat, ce n'est pas la seule, mais c'est une des fortes. Il y a un combat qui a été mené, qui est très important, et le féminisme, c'est quand même ça. Et on ne voit vraiment, un mot encore là-dessus, on ne voit vraiment émerger des jeux féminins en athlétisme qu'en 28 à Amsterdam, avec en plus ce phénomène incroyable, je crois que c'est sur un 800, la femme qui gagne termine épuisée et malheureusement elle ne maîtrise pas ses sphincters à la fin, et donc on supprime la course en question dans les jeux suivants. Tout à fait. Non, ne l'oublions pas. Exactement. Alors maintenant, quant aux jeux, les jeux qui m'ont marqué, en fait, je ne peux pas répondre sur un seul. J'en doutais pas, tu les as tous connus. Alors, donc, avec moi. Donc, on est les deux plus vieux, ils nous l'ont fait comprendre tout à l'heure. Tu l'as entendu tout à l'heure, Georges. Tu vas au cœur de la question. En un mot. Ce qui m'avait frappé, quand même, c'est en 52. Oui. En 52, d'abord, la victoire de Doriola en épée, c'était une sorte de jeune, de prince charmant, extraordinaire, léger, fabuleux, bon bref. Et il y a quand même Mimoun. Oui. Donc Mimoun qui se fait battre par Zatopek, mais Zatopek était inaccessible. Et ces images absolument frappantes où on voit Chataway, l'anglais, qui tombe à l'arrière et qui donc est vaincu de fait, Mimoun qui résiste, et Mimoun qui émerge comme un personnage quand même assez remarquable, blessé au Monte Cassino dans la Deuxième Guerre mondiale, etc. Personnage absolument étonnant. Hein. Et donc ça m'avait indiscutablement beaucoup marqué. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est l'apparition de la télévision. C'est-à-dire que quand vous regardez les jeux de Rome, vous êtes saisi là. C'est un nouveau type d'émotion. Et par exemple, pour revenir sur les courses, vous avez compris que je ne suis pas fasciné par les courses, mais j'en parle quand même. Quelqu'un comme Jazzy, qui se fait battre par Ron Clark sur le 1500, mais qui résiste, qui se trouve avec la médaille d'argent, extraordinaire. Vous voyez ? Donc ça, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Alors maintenant, une fois que j'ai dit tout ça, il y a quand même des jeux que l'on ne peut absolument pas oublier parce qu'ils sont atroces, totalement atroces. C'est les jeux de 36. Et ça ne peut venir que lorsque vous travaillez un petit peu sur les jeux. Quand vous essayez de voir un peu ce qui s'est passé, quand vous essayez de comprendre un petit peu comment les choses se sont déroulées, comment les Juifs ont été interdits et en même temps un ou deux acceptés, comment le CIO a marché dans cette affaire, c'est un scandale absolu. Comment Pierre de Coubertin a félicité Hitler, vous voyez, c'est insupportable. Donc, à la fois, vous avez compris, à la fois, moi, je suis totalement saisi par le sport et c'est une passion, et en même temps, je trouve qu'il se passe des phénomènes qui sont absolument, totalement inadmissibles. Ce qui montre bien que la phrase d'un président de la République sur sport et politique vont pas ensemble, c'est un petit peu plus compliqué. Évidemment. Parce que le sport, c'est aussi de la politique. Alors, je voudrais, Lilian, qu'on s'arrête sur une image cette fois-ci, qu'on va voir arriver. Si on peut arriver au jeu de 36, vous seriez géniaux, parce que ça permettrait de... Ah, génial. Alors là, vous êtes fantastique. Je vois le rythme qui passe des images. Lilian, il y a une image qui est dans votre livre et qui est dans l'exposition et qui est dans la tête de tout le monde. Je pense que c'est l'image olympique la plus connue du XXe siècle. 68, le podium, Carlos Smith et un troisième personnage qui est toujours oublié dans l'histoire, qui est Peter Norman. Vous avez mis cette image, enfin on a mis cette image d'ailleurs dans votre livre, ensemble, et on en a plusieurs fois discuté. Qu'est-ce qui est important pour vous dans cette image de 68 ? Pardon, 68, excusez-moi, hein, c'est moi qui ai dit une bêtise. L'image de 68, de ce podium, avec ces poings levés de Carlos et Smith. On est en plein combat de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et il y a ce troisième personnage. Vous voyez le podium, il est en bas. Vous voyez l'image en haut, c'est la victoire. Non, si. 60. Monsieur Blanchard n'a pas les lunettes. Mexico. Regardez, jeune fille. Où ça ? Voilà. Vous voyez égalité. Au-dessus, vous avez la victoire de Smith et Carlos. Et en bas, la petite photo que vous voyez, c'est les poings levés. Elle est en grande photo dans le livre de Lilian. Alors, monsieur Thuram. Bien évidemment, vous ne le voyez pas. Non, avant de répondre à la question, j'aimerais vous dire aussi que je me souviens de Marie-Josée Pérec. Ah ben oui. 96. Les deux. Parce que, étant donné qu'elle est guadeloupéenne et que la Guadeloupe est le centre de l'univers, c'était juste pour ça. Bah, effectivement, oui, cette photo, elle est très, très petite. Mais l'idée, c'est encore une fois, être dans l'obligation de dire non. Pour moi, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est aussi ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, le coureur australien, c'est lui qui donne ses gants. C'est-à-dire qu'il y a les deux athlètes américains ont des gants noirs. En fait, c'est l'athlète
australien qui donne. Et effectivement, il a un badge qui dénonce en fait le racisme. Et c'est surtout, parce que Pascal, bon, évidemment, on parle souvent des États-Unis. En fait, le suprémacisme blanc, à l'époque, c'est le monde. Ça, c'est très important à le dire. Et ces athlètes-là, je pense qu'ils sont immortels. C'est impossible. C'est-à-dire que dans 50 générations, je pense qu'effectivement, il y aura des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont être éduqués à travers ces images pour qu'ils comprennent qu'il faut être dans la capacité de dire non. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils sont rejetés, mais ils vont traverser l'histoire par le geste, par ce geste-là. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui remportent des médailles d'or, mais qu'on oublie. Et il y a quelques années de ça, je pense qu'il y a 2-3 ans, en fait, on a la fédération américaine, en fait, les a reconnus et les a élevés à au niveau le plus élevé des athlètes. Et je pense que ça, c'est une reconnaissance incroyable. Ça veut dire qu'aussi, les générations passent. Et je suis assez d'accord avec vous, quand il y a les Jeux de 36, en fait, souvent, je demande dans les écoles aux enfants combien de pays ont dénoncé les Jeux Olympiques de 36. Ça veut dire qu'ils ont refusé, qu'ils ont boycotté. Et quand on leur dit aucune fédération a boycotté. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Et je pense qu'effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, il faut se poser la question, quels jeux sont faits sans que personne ne dise rien. Et peut-être que dans 50 ans, on reviendra en arrière, on dirait, mais c'est bizarre, pourquoi on a fait ces jeux dans ce pays? Pourquoi on n'a pas boycotté ces pays? Et donc, moi, je pense que c'est très important d'avoir ces personnes qui vous éclairent, en fait. Et cette image, au-delà même du sport, est devenue une image mythique du XXe siècle. Tu voulais réagir, Georges? Oui, non, je voudrais poursuivre ce que vient de dire Liliane, qui est effectivement extrêmement important, la nécessité absolue de dire non. Et en même temps, il y a des noms qui sont des faux non, N-O-N, et il y a des tentations constantes de dire oui. Alors, sur les Jeux de 36, le nom qui vient spontanément à l'esprit, N-O-N, c'est la victoire de Jesse Owens, qui, en quelque sorte, contredit la position de Hitler avec cette image, vraie ou fausse, selon laquelle, au moment où Jesse Owens gagne le 100 mètres, Hitler quitte le stade. Bon. Et donc, on reste là-dessus et on est satisfait. On dit, oh là là, c'est magnifique. Oui, mais les Jeux de 36, c'est une horreur absolue, ne l'oublions pas. Continuons, basculons sur le domaine du oui. Vous savez que Leni Riefenstahl a fait ce film qui s'appelle Les dieux du stade. Or, comme je vous le disais, moi, je suis né au 19e siècle, et quand j'étais au lycée, on nous montrait, comme un film absolument magnifique, Les dieux du stade de Leni Riefenstahl, alors que c'est un film nazi. Donc, vous voyez, la question, c'est, attention, les oui sont parfois fabuleusement dangereux. Et quand vous regardez avec attention le film de Leni Riefenstahl, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui sont sans... Je dirais, les yeux sont vides, les corps sont vides. C'est des gens qui gagnent, mais sur un mode qui reste totalement formel. C'est des sortes des effigies. C'est pas véritablement... Vous voyez ? Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et je crois qu'évidemment, il faut absolument s'opposer. Et s'opposer, c'est difficile. C'est difficile, c'est aussi vouloir affirmer de franchir les frontières. Laetitia, toi, en tant que sportive, pas loin d'ici d'ailleurs, à la Meute de Beuvron. Alors moi, je viens de Vouzon, qui est juste à côté de la Meute de Beuvron. Donc quand j'ai vu dans ton parcours, il y avait la Meute de Beuvron, j'étais super fier. J'ai même parlé de mon pays, fantastique. Ta manière de faire du sport a été de dire aussi que tu t'es engagé pour non pas simplement être en paralympique, mais pour faire les qualifs, si j'ai bien compris, pour être en valide. Explique-moi. Alors, oui, mais là, c'est totalement différent que les enjeux évoqués précédemment. Là, c'est plus du... C'est personnel et c'est de... En fait, c'est pas un engagement pour pour dépasser son handicap ou pour l'écarter ou quoi ou qu'est-ce. C'est de l'envie de progresser dans un sport. C'est-à-dire que, oui, la hauteur des obstacles, je vais parler technique, mais sur les compètes para pour les non-voyants, ça devait être 60 cm. Et moi, je progressais, je pouvais faire 81 mètres, etc., etc. Et donc, il y avait cette notion-là. Et surtout, moi, ce que j'aimais, c'était les mélanges. Et quand je partais, enfin quand il y avait, donc j'étais la seule athlète avec un handicap visuel à être dans une écurie. Et quand les autres copains copines partaient en compète, moi je pouvais jamais partir avec eux.
Ce qui n'était pas drôle du tout. Bon, et en fait, le fait de pouvoir partir, justement faire les mêmes compètes qu'eux, ça demandait aussi qu'en face, on fasse un pas vers moi. C'est-à-dire qu'on me tende une main ou qu'on m'ouvre une porte en disant « Ok, par contre, tu auras le droit d'avoir un guide ou tu auras le droit d'avoir des gens à côté des obstacles pour t'aider à te diriger. » Donc, une compensation de handicap. Et c'est ça, en fait, qui m'intéressait, c'était de pouvoir améliorer mes performances sportives et vivre pleinement cette passion pour le sport avec les autres gens, handicapés ou pas, couleur, femme, ce que vous voulez, les autres gens qui avaient la même passion que moi pour cette discipline et la même envie de progresser et de performer. Et c'est pour ça que je t'avais posé la question quand on a échangé ensemble sur Neroli Farewell, qui a un parcours. La néo-zélandaise, tout à fait. qui a été la première athlète paraplégique à aller sur les Jeux, enfin à se qualifier aux Jeux valides et à les faire d'ailleurs. Et en fait, ce qui est intéressant, quand elle a son accident, elle fait plutôt de l'athlétisme. Et au début, elle fait des sprints en fauteuil, donc elle fait les paras, et elle se met au tir à l'arc. Et oui, quelque part, le tir à l'arc, ça fait sens. Quand on est en fauteuil, il y a un côté... ça peut être pratique. Et elle performe en tir à l'arc, elle a sa médaille, etc. Et je pense qu'elle s'est dit, moi j'ai envie de progresser. Pourquoi si je veux faire plus de compètes, si je veux vivre pleinement ce sport et m'améliorer, on vise les valides et puis on voit ce qui se passe. Enfin, on vise pas les valides avec les flèches, hein. On vise les compétitions. Excellent. En plus, c'était les Jeux de 84 que Lilian regardait à la télé. T'imagines, il aurait été traumatisé à vie. Non, mais c'est vrai que c'est un super parcours, son parcours, parce que là aussi, elle a marqué par son engagement. Tout un discours qui, à l'époque, était peu médiatisé, dont on parlait peu, et les journalistes se sont aussi intéressés à elle et son parcours d'un seul coup, parce qu'il y a aussi une longue conquête médiatique pour faire que les athlètes en paralympisme soient regardés comme des athlètes, comme des compétiteurs. Oui, et c'est un peu ce que je disais sur le tournant vraiment à Londres, d'ailleurs, où c'est là où ça a vraiment commencé à bouger, parce que je ne sais plus quel président de la République aux États-Unis, à un moment, il voit, je ne sais plus, il dit des gens qui vont lentement, il dit c'est les Jeux, il fait la blague, il dit on dirait les Jeux paralympiques parce qu'ils couraient super lentement ou quelque chose comme ça. Il y avait l'image du côté, c'est ennuyeux, quoi. Et c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, considérer une personne handicapée comme un sportif, en fait, c'est-à-dire que ne pas être défini par son handicap, mais par ce qu'on aime faire. Un sportif, un cuisinier, ce qu'on veut au final. Mais c'est ça, c'est avoir cette notion on parle de sportif, de haut niveau. Georges, je voudrais t'interroger, toi qui as parlé du show sportif, de ces stars qui à un moment ont totalement, tu l'as dit plusieurs fois, ont traversé l'écran. Et notamment, je voulais prendre deux sportifs. Quel regard tu portes sur un Carl Lewis et un Usain Bolt? Pour toi, est-ce que c'est le sommet, l'aboutissement de ces sportifs mondes, de ces stars absolues? Mais je pense qu'il n'y a jamais... C'est ça qui est justement excitant, c'est qu'il n'y a jamais de sommet. Autrement dit, quand vous regardez la façon dont les sportifs sont définis, d'abord ça change avec le temps, les qualités elles-mêmes se déplacent. Je pense au cyclisme. Lorsque vous lisez les textes de Desgranges, les cyclistes... Excuse-moi de revenir en arrière. Lorsque les cyclistes du début du XXe, je pense à Garin et quelques autres, ils disent qu'ils sont des bœufs de labour. Ils ont des poumons, sont des forges. Bon. Puis ensuite, Desgranges est saisi par l'affinement des cyclistes. Donc les frères Pélissier, ça devient des lévriers. Et puis ensuite, au Tour de France, on commence à élire le coureur qui est le plus élégant, celui qui a le plus d'allure. Donc les corps eux-mêmes se déplacent et le mode d'appréciation bouge aussi. Et par ailleurs, se déplace aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'atteinte d'un sommet qui est toujours dépassé. Alors moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que vous avez des stades. Donc c'est un champion de tous les champions. Et puis ensuite, certains entrent dans la légende. Et puis ensuite, ils sont uniques. Donc il y a quelque chose qui, au fond, renvoie à une insatisfaction constante de l'atteinte du sommet. Et je pense que le sport est confronté à ça. C'est-à-dire que la perfection, au cœur, en quelque sorte, de l'enjeu, est une sorte de profil qui se déplace en permanence et qui n'est jamais véritablement atteint. Je crois que c'est ça qui est au cœur. Et c'est ça qui excite également. Un peu comme quand vous parlez des records, l'idéal, c'est d'accroître, d'aller de plus en plus au-delà, de franchir des seuils. Voilà, moi, c'est ça qui me paraît caractérisé. Alors maintenant, si on revient
sur les sportifs que tu évoques, oui, Carl Smith, moi je sais que quand... je le comparais au Owens d'ailleurs, mais en mieux. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Une sorte de perfection encore plus forte. Et puis ensuite, Usain Bolt, inatteignable. Bon. Mais en même temps, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai écrit là-dessus. J'ai toujours le sentiment que dans ces performances-là, il n'y a peut-être pas une transparence absolue. Oula, on nous fera du Ben Johnson de potentiel de ça. Et Car le dopage a aussi été, ça accompagne le sport, le Et dopage. que Usain Bolt, c'est peut-être pas On le voit. aussi transparent que cela. Et je ne peux pas m'empêcher de penser comme ça. Donc, vous voyez, moi, ce qui me part aussi au cœur, je reviens sur le mot que j'utilisais au début, c'est en permanence, il y a un paradoxe. Ce n'est pas du tout un monde univoque. C'est un monde complexe, c'est un monde fait de contradictions, mais en même temps, bien sûr, c'est un monde passionnant. Et c'est ça qui fait la complexité et la difficulté d'arriver à en sortir. Moi, j'en sors pas. Bah, on le voit bien avec les pays de l'Est, quand aujourd'hui, maintenant, les travaux le démontrent, d'historiens et même de chercheurs, on voit que ça a été toute une fabrication du corps sportif qui a été un corps totalement fabriqué par le doping, et un doping d'État et une politique Ah non, d'État. mais ça va. Les pays de l'Est, on l'oublie, ça va très très loin. Sur la Russie, ça va très très loin, par exemple. Dans la mesure où il y a quand même mort d'homme. Hein. Il y a quand même des gens qui sont exécutés parce qu'on considère que s'ils parlent, c'est trop dangereux. Ne l'oublions jamais, ne l'oublions pas. Sinon, on ne comprend pas. Sandrine, excusez-moi, j'étais en train de souffrir. Pourquoi? Non, entendre ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que tous les sportifs ne se dopent. Non, mais attendez, excusez-moi. Je suis pas en train de dire non, ça. je sais, mais non, c'est juste Je suis pas en dire. train de dire Non, ça. vous avez dit que Usain Bolt, à preuve du contraire, on l'a jamais contrôlé Bien positivement. entendu, mais Oui, non, mais j'ai compris. C'est-à-dire que Armstrong moi non qui plus. suis. Oui, j'ai compris, mais comme Lewis s'est fait attraper. Ouais. Oui, Carl Lewis, lui, s'est fait attraper. exactement. Tout à fait. Ouais. Mais comme je suis sportif et Oui. que j'entends très souvent qu'on dit qu'effectivement on ne peut pas atteindre un très 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 haut niveau sans passer à travers des substances, laisser croire que celui qu'on n'a jamais contrôlé positif aurait pu prendre quelque chose. Et comme moi je suis sportif et que je sais aussi que en fait on travaille énormément, mais vraiment énormément, c'est-à-dire que le sport devient en fait notre vie, notre façon de respirer, de manger, de dormir. En fait, on fait tout pour la performance. Et donc, si jamais on sait qu'il a été positif, ok, on dit qu'il a été positif. Mais sinon, on ne peut pas laisser entendre dire que... Parce que, en fait, la grande majorité pourrait se dire « Ouais, mais attendez, les joueurs de foot, ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là s'ils ne prennent pas quelque chose. » Les cyclistes, parce que très souvent on entend par exemple sur les cyclistes, mais moi je ne pourrais pas me permettre de dire que quelqu'un est dopé si je ne suis pas sûr, parce que je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Et donc c'est pour ça que je dis que je souffre un peu d'entendre ça, parce que je suis de la catégorie des sportifs en fait. Beaucoup de gens, par exemple, nous disent « Vous avez gagné la Coupe du Monde en 98, c'était en France, on sait très bien que comme c'était en France, vous avez pu faire des choses, vous n'avez pas été contrôlé. » Parce qu'il y a des gens qui disent ça. Bon, souvent ceux qui avaient perdu. Hein. Des Croates. Je ne vais pas dire. Ça doit être non, des non, Croates. je ne vais pas dire les autres pays. Mais vous voyez, et je trouve ça triste en leur disant mais non, pourquoi on a gagné parce qu'on a gagné. Non, quand même, on sait que vous avez pris des choses. Non. Et donc je ne dis pas que vous avez dit ça. Je dis simplement que tous les sportifs, quand ils sont très 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 haut niveau, ne sont pas obligés de passer à travers des substances. Voilà. Georges ? Liliane, je respecte complètement ce que vous venez de dire. Oui, je sais. Mais je ne reviens pas également sur ce que j'ai dit. Non, je sais. Attendez, je dis simplement que... Ça s'appelle un match. Non, mais... Alors, par exemple... Non, par exemple, Usain Bolt. Usain Bolt, parce qu'en Jamaïque, on a décidé que tous les jeunes enfants, filles et garçons, allaient faire de l'athlétisme, notamment le 100 mètres, tous les après-midi. C'est une décision politique qui dit, voilà, nous sommes un petit pays, comment on peut exister à travers le sport? C'est quoi le sport le plus réputé? L'athlétisme. C'est quoi c'est le 200 mètres, le 300 mètres, 400 mètres? Non, c'est le 100 mètres. Donc, on va orienter toute une population à faire de l'athlétisme sur 100 mètres. Et donc, Usain Bolt, c'est le résultat
d'une décision politique. Et Liliane, vous savez très bien que nombre de Jamaïcains ont été pris avec du dopage. Vous le savez parfaitement. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Donc voilà, moi je ne veux pas polémiquer avec vous. Non, mais je respecte polémique complètement pas. ce que vous dites. Non, je mais en même polémique temps, pas. considérez que je peux aussi affirmer ce que j'ai affirmé et je soutiens totalement ce que j'ai affirmé. Donc, Alors moi, je souffre. Alors, excusez-moi, est-ce que c'est la même chose pour les athlètes français ou françaises? qui, par exemple? Je sais pas, moi. Pour ceux qui font du 100 mètres ou 200 Par exemple, mètres. quand tu regardes une Marie-Josée Pérec, Vous savez très bien comment a fini Marie-Josée Oui, en plus, Pérec. tout à fait. Comment quand elle a même. fini Bon. Donc, en vous savez, Australie, elle ne participera pas aux épreuves en Australie. Oui, je sais, mais, avec l'entraîneur allemand, vous oui. savez très Oui, bien. mais quel est le rapport Quel rapport? L'entraîneur allemand, vous savez très bien qu'il n'est pas totalement transparent. Non, mais comment elle a fini? C'est ça, j'ai pas compris. Elle n'a pas fait les Jeux Olympiques. Oui, je sais. Elle ne participera pas à l'épreuve, rappelez-vous, en Australie. Mais c'est un lien avec Elle y va, elle le fait le dopage, voyage. ou pas? Non, mais si vous voulez, c'est une polémique très compliquée, parce qu'évidemment, il y a... Mais en plus, je respecte 1000 fois ce que Liliane dit, c'est évident. Mais comprenez quand même que Armstrong, il est passé 8 fois sans être pris au Tour de France, et il a avoué qu'il s'était dopé. Ça ne veut pas du tout dire que tous les champions se dopent. Ça veut dire que j'ai le droit au doute, point. Et ce droit, je le maintiens. Ils ne seront pas d'accord. Ça, par contre, c'est une certitude. Ouais. Ouais. Donc- Ah non, mais moi, je veux... Non, mais en fait, je veux juste dire, s'il vous plaît, ne pensez pas, j'ai pas dit qu'il a dit ça, hein, mais ne pensez pas que pour arriver à un niveau très, très, très élevé, obligatoirement, on doit passer par des substances. Voilà, c'est tout. Donc, Sandrine, on va parler d'un dernier champion au milieu de ces grandes figures qu'on abordait, El Wafi, qui a peu apparu d'ailleurs sur les tablettes de l'histoire de l'olympisme français pendant très longtemps. Et vous qui travaillez sur l'histoire coloniale, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce champion qui, en 1928, va gagner la seule médaille d'or en athlétisme de la France aux Jeux Olympiques d'Amsterdam? Alors en fait, je pense que si on doit réintégrer le El Wafi dans tout ce qu'on vient de dire, il y a d'une part, je pense, les athlètes qui s'engagent, comme Smith et Carlos, notamment, ou Mohamed Ali, qui le font en conscience et qui prennent énormément de risques. Parce que quand on s'engage, effectivement, il faut s'imaginer que on contrevient à un discours étatique, genre on ne faut pas mélanger le sport et la politique. Heureusement, on est en démocratie jusqu'à preuve du contraire. On contrevient aussi à des pressions du CIO, en l'occurrence, et qui sont énormes, qui vous menacent de ne pas participer ou de vous enlever vos médailles, vous enlever vos titres. Or, vous connaissez la devise olympique, l'important c'est de participer, mais comme le disait Lilian, on est là aussi pour gagner des médailles. Et ça, c'est important. Et donc, ne pas se voir retirer sa médaille quand on a travaillé, que c'est le travail de toute une vie, effectivement, c'est énorme comme poids à porter en termes de sanctions possibles. Vous avez le poids de votre fédération qui, là aussi, peut vous faire peser une pression et vous exclure des qualifications ou de la participation. Et enfin, la sanction à la fois de la presse et puis du public. C'est-à-dire que quand Smith et Carlos brandissent le poing noir, ils sont sifflés dans le stade. Et la presse les conspue. Alors qu'aujourd'hui, dans ce que disait Lilian sur cette photographie, et que vous rappeliez, Monsieur Blanchard, cette photographie qui est extrêmement connue, de fait, elle fait partie, et c'est ce qu'on montre dans le catalogue d'exposition qui va paraître aux éditions La Martinière en mars. Cette photographie, elle fait partie des 100 photographies les plus connues au monde. Et donc, en fait, on s'aperçoit, pour répondre à la thématique pour laquelle vous êtes tous venus aujourd'hui, est-ce que les dieux de l'Olympe meurent? On s'aperçoit que quand ils s'engagent réellement, on peut imaginer qu'ils ne meurent pas. Comme le disait Lilian, dans 30, 40, 50 ans, on peut espérer qu'effectivement cette image reste un symbole d'engagement. Et puis, il y a les personnages comme El Wafi qui sont plus, non pas de l'engagement volontaire, mais dont la victoire sert à faire éventuellement bouger les choses ou non. C'est-à-dire que El Wafi, qui il est né en Algérie à la fin du 19e siècle,
à peu près en même temps que Georges, du coup. Donc en 1898. Et du coup, vous le savez, la situation de l'Algérie, c'est une Algérie coloniale, entre guillemets, puisqu'on ne la considérait pas comme une colonie. C'était 3 départements français depuis 1848. Donc l'Algérie, c'était la France, dans la perception française. Et donc, ce qui est intéressant pour El Wafi, c'est qu'il s'engage. Au moment de la Première Guerre mondiale, il vient combattre au moment de la Première Guerre mondiale aux côtés des frères d'armes français qui ont le statut de citoyen, alors que lui n'est considéré que comme un indigène. Et ce sont ces officiers qui repèrent ses aptitudes à la course, et donc il fait plusieurs courses. Et de fait, je résume rapidement parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais il devient champion de France 2 fois, et puis il gagne cette fameuse médaille olympique aux Jeux de 1928. Et de fait, c'est la première médaille en athlétisme, comme vous l'avez rappelé. Et là, l'unique médaille française en athlétisme d'or pour ces Jeux. Et c'est intéressant parce que l'Humanité, par exemple, titre à ce moment-là, pas tout à fait de mémoire, hein, donc il peut y avoir des petites modifications, mais enfin une victoire française. Oh, ironie, c'est celle d'un Arabe, ou de l'Arabe El Wafi, au marathon. Et donc, vous voyez bien qu'on le range à nouveau. Donc, à la fois, c'est enfin une victoire française, bravo, cocorico, etc. Mais en même temps, oui, c'est bien, mais ça reste un Arabe. Et là, ça rejoint finalement tous ces Français qu'on peut vanter, ériger en héros quand effectivement ils gagnent, comme Marie-Josée Pérec, comme Yannick Noah, si on sort un peu du cadre des Jeux Olympiques, qu'on considère à ce moment-là comme français, mais qui, dans la vie quotidienne de tous les jours, subissent finalement les discriminations. Et là, je crois que c'est une des raisons où on peut se souvenir d'El Wafi. En même temps, vous l'avez dit, dans les mémoires, El Wafi, il est mort, hein. Et il est totalement... Ce dieu de l'Olympe est mort à ce moment-là, parce que le marathon, c'est quand même la discipline sacrée qui se réfère justement aux Jeux antiques. Comme il nous reste peu de temps, les amis, je vais vous poser une dernière question à tous les 4. Toi, Georges, dans ton dernier ouvrage, où tu as collaboré aussi avec nous dans l'article que tu fais, qui termine ce livre, tu parles du devenir de ces Jeux. Et tu commences à dire, on voit bien que ça commence à devenir complexe. Éco-responsabilité, business, transport, déplacement, opinion publique. Je vois que tu donnes, de manière un peu synthétique, cette vision. En 2052, ça va ressembler à quoi les Jeux Olympiques, selon toi ? Moi, je suis historien et c'est très difficile de parler de l'avenir, je ne vous le cache pas. Mais je constate quand même que les complications s'accentuent en termes de financement, en termes d'occupation de l'espace, en termes de réception des compétiteurs et des visiteurs, que les villes susceptibles de poser leur candidature sont de plus en plus rares, et qu'en revanche, ce sont parfois des lieux, alors je passe à la Coupe du Monde de football et pas forcément aux Jeux Olympiques, mais ce sont des lieux un peu improbables, type Qatar, Arabie Saoudite, etc., qui se portent pour candidats. Et donc, j'ai tendance à verser dans le pessimisme, et je n'oublierai jamais ce mot de Valéry, civilisation, n'oublions jamais que nous sommes mortels. On l'a vu là, on en parlait tout à l'heure, je pense, avec la Coupe du Monde qui vient d'être donnée à 3 continents. Donc on imagine pour l'éco-responsabilité et le transport, ça va être du sport, c'est le cas de le dire, et qui commence déjà à faire débat. Laetitia, toi qui as vu les Jeux de Sotchi, qui ont été les Jeux de la démesure financière, quel est ton rapport à ce devenir des Jeux par rapport à ça et cette no-limite qu'il peut y avoir entre des États qui vont investir des milliards pour ce moment Jeux? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage là? Est-ce que ce n'est pas aussi la mort des Jeux à travers cette grandeur des mesures? C'est hyper difficile comme question. Franchement, elle tourne. Et je vais dire, je suis pas voyante extra lucide déjà que bon, mais c'est hyper difficile. J'espère que les Jeux vont continuer à exister parce que c'est beau en soi. D'un point de vue sportif, j'ai envie. Enfin, je dis ça. Il y a les questions de dopage. Ouais, toujours pareil en fait. Si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Moi, je suis dans l'équipe verre à moitié plein en général. Donc, trouver du sens, en fait, si on peut faire des jeux avec du sens, c'est-à-dire les émotions sportives, l'écologie, évidemment, peut-être les disciplines plein air, toujours faire, pas les mettre où il faut tout démonter, remonter, installer des choses exprès,
peut-être mieux utiliser un territoire, que ce soit un pays complet, de manière à ce que chacun en profite dans le pays. Bon, voilà, mais j'avoue, en tout cas, j'espère qu'il y aura toujours des jeux. En tout cas, ce que vous dites tous les deux, c'est un débat, un questionnement, mais on le voit bien qu'avec les jeux là, de Paris et de Los Angeles, ils ont été pour la deuxième fois de l'histoire, puisque Anvers et Paris avaient déjà connu ça en 1924. Ils se sont partagés les deux Olympiades, que les prochains Jeux n'ont pas été une compétition entre plusieurs villes, puisque les opinions publiques ne le permettaient pas, et Brisbane a été désigné pour 2028. Donc déjà, le débat existe déjà. Et on se pose la question, tous les référendums qui ont eu lieu dans les villes pour 2024, la plupart des opinions publiques étaient contre l'organisation des Jeux dans les villes. Ton sentiment ? Il y a 36, par contre, oui. qui a plus de succès, puisque oui. C'est la 35e édition. Oui. Et qu'il y a quand même des pays ou des oui. villes qui ont besoin de visibilité. Et donc les Jeux offrent toujours cette visibilité. Tout à fait. Je vois ton optimisme. J'essaie. Non, mais tu as raison, j'entends, mais c'est tout l'enjeu. Sandrine, si on regarde l'éco-responsabilité, l'impact qu'on vient de dire, les mutations qu'on a déjà eues, parce que si on discute entre nous, on est passé de l'amateurisme aujourd'hui au professionnalisme dans les Jeux, donc les Jeux savent aussi évoluer. Il n'y a rien de plus mutant que les Jeux Olympiques, en fin de compte, quand on réfléchit bien à ce qu'ils étaient, vous l'avez démontré tout à l'heure, en 96, 1900, 1904, et ce qu'ils sont devenus. Est-ce qu'ils ne vont pas simplement savoir s'adapter au temps moderne ? Alors, moi aussi, je suis historienne, donc pour moi aussi, c'est compliqué de répondre à une question du devenir, mais en même temps, on peut essayer effectivement d'avoir quelques lignes, quelques tendances. Pour les rendre plus attrayants, effectivement, il y a eu une mutation déjà des Jeux Olympiques qui durait plusieurs mois au début, dans les premières éditions, et qui se sont réduits à une quinzaine de jours afin de concentrer. C'est un véritable concentré, les Jeux Olympiques. Si vous regardez, vous avez des épreuves du matin au soir et du soir au matin. En tout cas, si vous voulez les regarder qu'en direct, parce que c'est vrai que pour les vrais sportifs, le différé, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous connaissez le résultat, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde l'absence de candidature pour les Jeux Olympiques, quand on regarde l'enjeu coût financier, c'est énorme. En fait, c'est une énorme machine à cash qui pèse sur les budgets nationaux et sur les fédérations, etc. Si on regarde les enjeux environnementaux, et puis si simplement on regarde le sport en tant que spectacle, moi, qui ai beaucoup d'étudiants, je m'aperçois au fur et à mesure que finalement le sport pour eux c'est moins intéressant, de moins en moins intéressant. Je ne dis pas que c'est le cas de tous, attention, je ne généralise pas. Et ce qui est plus intéressant, c'est de regarder des choses sur le téléphone portable, des choses de jeux vidéo. Et on voit aujourd'hui que les compétitions de jeux vidéo, moi j'étais sidérée de voir... Bon, c'est vrai que je suis pas du 19e, mais je date aussi un peu, que des compétitions de jeux vidéo pouvaient remplir l'Arena, l'hôtel Arena, enfin l'ancien POPB. Et là, vous vous dites, waouh, quand même, c'est juste pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et qui n'aime pas ça, c'est juste hallucinant. Donc on peut penser que, je serais peut-être un peu moins optimiste que Laetitia Bernard, que finalement, ça attire de moins en moins de monde au point que on doive admettre que, comme pour les expositions universelles, ça devient des spectacles moins intéressants financièrement, que les gens se désengagent. Alors ça restera de toute façon intéressant pour les sportifs comme de haut niveau, comme Laetitia Bernard ou Lilian Thuram, mais pour le grand public, on peut se poser des questions. Lilian, les Jeux de 2024 vont arriver, une nouvelle génération de sportifs et de sportives vont y participer. Que ce soit en foot et dans d'autres sports. C'est quoi ton regard sur le fait que les Jeux ont lieu en France ? Toi qui as connu une Coupe du Monde en France, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est particulier, le fait que les Jeux Olympiques aient lieu ici en France. On vient de traverser le siècle, on va arriver à un événement qui dans un an va occuper toute la nation, y compris pour les Parisiens, et que ça va être du sport, et pas que les Parisiens. C'est quoi ton point de vue ? Comment tu regardes l'arrivée de ces Jeux en termes générationnels ? Important, pas important, fondamentaux, ça va triper pour les sportifs français ou... On commence à voir tous ces débats que chacun a soulevés et questionnements à travers les Jeux de 2024. Et on voit beaucoup de débats autour en préparation en ce moment. Déjà, il y a beaucoup de débats, effectivement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre. Mais les Jeux se feront. Oui. Ça, c'est sûr. Pour les athlètes français, c'est une chance incroyable. Pour les athlètes du monde, c'est une chance incroyable de participer aux Jeux Olympiques. Et pour répondre peut-être à la question du futur des Jeux Olympiques, je dirais que c'est comme ce qui se passe pour les Coupes du Monde.
Et c'est ce qui s'est passé dans le passé aussi. Hein. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous parliez d'Atlanta, vous parliez du rôle des finances. Mais dans le futur, ce sera encore peut-être accentué. C'est-à-dire qu'il y aura des pays, il y aura des villes qui pourront se payer les Jeux Olympiques, comme il y a aujourd'hui des pays qui peuvent se payer la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tout le monde trouve absurde que la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, a été faite au Qatar. Mais ce n'est pas si absurde, parce qu'en fait, c'est l'argent, c'est du business. Et donc, c'est tout simplement ça. Mais avant, c'était déjà du business. Sauf que, comme aujourd'hui, la Coupe du Monde est délocalisée dans des pays où, en fait, on ne s'attendait pas, en fait, c'est ça qui perturbe. Mais c'était du business. Et effectivement, moi, j'ai été joueur de foot. Regardez ce qui se passe avec le championnat en Arabie Saoudite. Les joueurs qui ont été notamment... Exactement, mais pourquoi? Parce que c'est lié au business. Et il y a quelque temps, c'était en Chine. Il y a eu une période... Et avant les États-Unis, rappelons-nous l'époque, Beckenbauer et autres qui sont partis, la génération, on les a vus partir aux États-Unis dans les grands clubs comme Cosmos. Et donc, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport, c'est un spectacle. Et donc, il y a des gens qui ont la capacité financière d'organiser ce spectacle. Et effectivement, nos pays en Europe, il y a moins d'argent pour cela. C'est ça la vraie problématique. Et moi, je pense que l'avenir des Jeux Olympiques, c'est effectivement qui pourra payer. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, l'argent se trouve dans certains pays. Voilà. Donc, le devenir des Jeux, vous n'aurez pas de réponse. Vous avez le droit, dans le temps qui nous reste, à 2 ou 3 ou 4 questions. Il y a des micros qui sont là. Je vois là-haut, juste à côté du micro, ça tombe bien. Allez-y, une question courte si on veut arriver à en avoir 3 avant la fin. Pas de souci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je rebondis justement sur le fait que le sport soit devenu finalement un spectacle. Est-ce que finalement le devenir des Jeux Olympiques et finalement aussi des compétitions sportives en règle générale soit pas aussi tributaire du fait tout simplement d'une forme de dépolitisation du sport et que en fait le discours ambiant d'Emmanuel Macron corresponde aussi à ça, c'est-à-dire que c'est devenu un spectacle et que les jeunes générations dont je fais partie par exemple ne se retrouvent plus forcément dans ce qui est en fait renvoyé par les sportifs comme par les fédérations, comme par finalement les grandes structures internationales, et que ces jeux, ces compétitions s'effondrent un peu d'elles-mêmes parce qu'elles ne correspondent plus à ce qu'on attend politiquement. Vous avez posé la question, vous avez donné la réponse, et en même temps, je pense qu'ils vous ont démontré qu'à chaque époque, il y a eu un décalage souvent entre l'opinion et ce qu'étaient les fédérations. Regardez, apartheid, 76, les sportifs africains qui décident d'eux-mêmes de quitter les Jeux pour lutter contre l'apartheid. Il y a toujours eu un décalage entre la preuve. On vient de raconter une histoire du siècle où les sportifs ont tout le temps pris la parole contre le pouvoir en place. Et on voit aujourd'hui avec les genoux au sol que c'est pas différent. Donc ce décalage, est-ce qu'il n'a pas toujours existé? Deuxième question. Je dirais un mot. C'est précisément parce que c'est un spectacle qu'il est capté par le politique. Ouais, un spectacle d'audience internationale et c'est ça qui fait que c'est une tribune fantastique. Vous faites le geste de Smith et Carlos sur un petit championnat local, ça n'a aucun sens. En tout cas, ça n'a pas la même incidence mondiale. Là, c'est le fait que c'est des milliards de téléspectateurs qui regardent, qui font que précisément, c'est l'endroit où le faire. Si vous voulez le faire, si vous voulez prendre le risque que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est là. Et si vous voulez affirmer votre opinion et lutter contre quelque chose ou pour quelque chose, c'est là qu'il faut le faire. Où y a-t-il une question? Je vois là, monsieur, un micro juste derrière vous. Merci, mesdames, pour les micros. Pas le monsieur, hein, c'est à vous que je disais ça. Merci, madame. Allez-y. Tant pis pour moi, alors, si on ne dit pas merci. Mais moi, je vais revenir sur cette petite polémique-là. Entre notre... Vous voulez me stimuler la fin de conférence, vous avez raison. Non, mais... La relance dans un match de foot à la fin, c'est toujours ce qu'il faut faire. C'est vrai que ça sera un peu biaisé parce que je suis un fan de Lilian Thuram, mais quand même. Vous l'avouez au moins, à moitié pardonné. Mais enfin, moi, et je suis un fan également du Usain Bolt. Et donc, je voudrais demander à M. Vigariello s'il a déjà vu dans l'histoire du sprint un athlète avec le même gabarit que Usain Bolt, avec une foulée aussi longue, avec ce... Et en plus, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui s'entraînait en tirant une charrue dans l'eau pour lever bien les genoux
Et puis, alors, question subsidiaire à l'historien. Où avez-vous trouvé que Michel Jazzy s'était fait battre sur 1500 mètres par un certain Ron Clark? Moi, vous me demandez? Oui. Non, à madame. À monsieur Villiers. J'ai dû confondre le vainqueur, mais en tout cas, Jazzy s'est retrouvé second sur le 1500 mètres. Il a une médaille d'argent. J'ai dû confondre le nom du vainqueur. Ouais. C'est le temps qui passe. Georges, peut-être réponds à la question de... Alors, non, mais écoutez, quand même. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Moi, j'ai un respect total pour Lilian, j'ai un respect total pour Usain Bolt. Simplement, ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de champions sont parfaitement passés à côté des contrôles et que les circonstances ont fait qu'ensuite, effectivement, ils se sont révélés être dopés. Ça ne veut pas du tout dire que j'accuse l'ensemble des champions de recourir au dopage. Ça veut simplement dire que dans certains cas, ou comme ça, moi, j'ai des doutes, mais c'est le plus, je dirais, je ne sais pas, c'est mon droit le plus strict d'avoir un certain nombre de doutes. Ça veut plutôt dire que je doute d'un tel ou de tel autre. Je dis que c'est un milieu où, effectivement, on peut recourir à des substances. Définissons le dopage. Hein. C'est pas seulement une substance qui vous permet des performances. C'est une substance qui, en vous permettant des performances, atteint votre santé. C'est ça le dopage. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc, comme il y a une multiplicité de situations où le recours à des substances n'a pas été reconnu alors qu'en fait il existait, je me permets d'avoir un certain nombre de doutes. Point. Concernant Usain Bolt, je constate, mais vous voyez, je constate de manière prudente, tranquille, maîtrisée, non excitée, non, je sais pas, non accusatrice ou agressive. Je constate que son pays a révélé un certain nombre de coureurs qui s'étaient dopés, c'est tout. Ça ne va pas au-delà. Permettez-moi quand même d'avoir ce droit. Comme les États-Unis, comme la Russie, comme l'Allemagne de l'Est. Permettez-moi d'avoir ce droit. Comme Cuba. La politique de doping de beaucoup de nations ont été des politiques nationales. Et en même temps, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. On va peut-être passer à la dernière question, monsieur, sinon je ne pourrais pas donner la parole à une dernière personne. Il y a, alors comme vous allez bientôt être plusieurs lever les mains, où tu as vu sur une toi? Madame, vous allez m'autoriser, monsieur? Vous me pardonnez? Ce sera la dernière question. Par contre, vous pouvez venir nous la poser, je vous promets. Madame, au premier rang. Parce que je vais pas dans les temps. Alors moi, j'entends bien qu'au Qatar, ils ont de l'argent, mais il y a des choses qui m'ont un peu gênée, écologiquement parlant, quand ils ont construit les stades, les droits de l'homme. Mais voilà, il faut tout mettre à plat. C'est-à-dire que l'argent n'est pas le seul élément dont on peut dire il n'y a qu'eux qui peuvent les organiser. Comme Saint-Louis en 1904, Berlin en 1936, Mexico en 1968, ça va être un sacré débat. Mais Pékin on ne peut pas parler que d'argent et de business, même si c'est le nerf de la guerre, j'entends bien pour plein de choses. Mais il y a aussi des choses dont il faut parler. Mais c'est d'ailleurs, rappelez-vous qu'à chaque fois... Vas-y, Lilian. Oui, mais attendez, mais en fait, il faut dire ça à la FIFA, parce qu'en fait... Mais nous sommes d'accord avec vous. Mais vous êtes mieux placé que moi pour leur en parler. Non. En fait, vous vous trompez. Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, on va demander aux athlètes d'intervenir ou de boycotter. D'accord? Parce qu'on m'a posé la question avant la Coupe du Monde. Et ce qui est très intéressant, ce n'est pas les athlètes qui doivent boycotter. C'est les pays qui doivent refuser d'envoyer les athlètes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on dit le Qatar, il y a la Coupe du Monde, c'est scandaleux. Mais il faudrait que les pays se posent la question à savoir, est-ce qu'ils font du business avec le Qatar? Donc vous voyez, c'est plus complexe. Exactement, voilà, tout est politique. Et, on aura bouclé la boucle. Et malheureusement, effectivement, dans les choix, c'est souvent le financier. Et c'est ça qui est triste. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vous et moi qui prenons les décisions.
Je pense, ouais, pour ajouter, c'est une Là, dimension joue court, hein. très géostratégique en réalité. Si vous regardez qui domine le CIO, vous avez compris aussi comment on distribue les Jeux Olympiques. C'est la même chose à la FIFA et dans tous les organismes internationaux. Et je pense que tout se réduit là. C'est financier, mais aussi politique, donc politico-économique. Et c'est là où on voit d'ailleurs les discussions qui se posent aujourd'hui. On a eu pour habitude de voir des pays occidentaux qui accueillaient ces grandes compétitions. Et à partir du moment où, de manière générale, la mondialisation est en train de se répartir et de contester la suprématie occidentale, bien là, ça bouleverse, ça pose question. Ça sera l'objet d'une table ronde demain. Vas-y, Laetitia, tu voulais réagir. Non, vas-y. Non, c'était un petit mot de la fin. Alors, avant ton petit mot de la fin, premièrement, je voudrais remercier le festival. Deuxièmement, je voudrais remercier la Casden Bande Populaire qui a permis cette carte blanche et cette belle table ronde. Vous avez l'expo que vous pouvez découvrir. Alors là, vous aurez, sous la supervision de Sandrine qui a piloté tout le travail pédagogique. Et surtout, je voudrais dire que vous pouvez retrouver Georges Vigarello au Seuil. Tu es au stand du Seuil après, bien entendu. Demain, chez La Martinière, Lilian Thuram et moi-même, on y sera tout à l'heure. Chez Atlante, Sandrine Lemaire y sera pour ce Jeux Olympiques. Et chez Stock, Laetitia, tu y seras tout à l'heure pour signer? Tu signes ou pas? Pas que je sache. Après, bon, d'accord. je peux... Moi, j'ai ton livre, tu vas dédicacer le mien. Tu vas voir tout à l'heure chez Stock. En tout cas, je voulais remercier pour cette organisation tous ceux qui ont participé. Vous remerciez tous les quatre, y compris pour les débats. Vous voyez que quand on parle de sport, c'est politique, ça fait de la polémique, ça fait du sujet, ça pose plein de questions. Quelque part, c'est pour ça que c'est le premier événement mondial. Laetitia, tu voulais le mot de la fin? Il est à toi. Oh non, carrément. Non, mais je voulais vous dire, on disait la billetterie qui ouvre lundi pour les Paralympiques. Un conseil, si vous voulez vraiment quelque chose d'original, allez-y sur le rugby fauteuil. On n'y pense pas forcément. En ce moment, c'est le mondial aussi de rugby, donc voilà. Mais c'est un truc de dingue, hein, c'est des fous. Enfin, allez-y, vous allez bien vous amuser. Merci à toi, Laetitia. Merci à tous. C'était sportif. Donc merci à Pascal aussi d'avoir si bien animé ce débat comme à son habitude. Merci à toi.